Tu es graphiste, photographe ou vidéaste et les droits d'auteur, tu n'y comprends rien? Ne t'en fais pas, tu n'es pas seul et ça se guérit facilement. Aujourd'hui, j'interviewe maître Simon Mintz, avocat du droit d'auteur, et il va t'expliquer ce que c'est, comment ça se calcule et pourquoi tu devrais t'y intéresser. Spoiler alerte, ça va te permettre de gagner de la heavy money. Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est dans la continuité des précédentes, qui vise à aider les graphistes, photographes ou vidéastes à pratiquer leur métier de freelance. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas dans le studio, mais dans la bibliothèque de la Brique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité, maître Simon Mintz, qui est avocat en droit d'auteur à Marseille. Et je vais te laisser te présenter. Salut Nicolas, effectivement moi je suis avocat en droit d'auteur. Ça fait 4 ans que j'exerce à Marseille, avant j'étais à Paris. Et mon activité me fait traiter pas mal de sujets différents, que ce soit au croisement du droit du numérique, du droit de l'art de manière plus générale. Moi j'aime bien accompagner tous les créateurs, tous les gens qui sont aussi à la source de l'innovation. Je donne aussi quelques cours aux Beaux-Arts de Marseille. Et je trouve que c'est intéressant de se retrouver aujourd'hui pour éclaircir certaines questions sur le droit d'auteur. Alors, je vous mets son Instagram parce qu'il a un Instagram avec une super photo de profil et son site internet aussi en description. N'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici avec nous parce que les droits d'auteur, c'est quand même un gros sujet. C'est un sujet assez tabou en France, que ce soit du côté agence, du côté annonceur ou du côté artiste-auteur. Bien souvent, les artistes-auteurs ne sont même pas au fait de ce que sont les droits d'auteur, de comment ça marche. Et du coup, ça me fait plaisir d'être épaulé par un vrai spécialiste pour être sûr que je ne dirai pas n'importe quoi. Jusque-là, t'as pas dit n'importe quoi. Ok, ça va. Donc avant de parler des droits d'auteur, on va d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un artiste et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, parce que en fait ce sont les deux éléments fondamentaux qui définissent ces droits d'auteur. Oui, tout à fait. Alors, l'auteur, c'est celui qui crée une œuvre. Une œuvre, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, il n'y a pas de formalisme particulier. C'est-à-dire que contrairement aux pays anglo-saxons où on peut avoir un système de dépôt de copyright, en droit français, on nous dit que l'œuvre est créée du fait de la création. La protection s'obtient du fait de la création. Donc il n'y a pas de formalisme particulier à obtenir. Simplement, il y a des conditions à remplir. L'œuvre on doit être en présence de ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit. Donc une œuvre de l'esprit, c'est quelque chose qui est créé par un être humain. Aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle n'est pas reconnu en droit d'auteur. Créé par un être humain, il faut qu'on ait ce qu'on appelle une forme sensible, c'est-à-dire qui est accessible par un des 5 sens. Ce qui permet de faire une distinction avec le domaine des idées. Les idées ne sont pas protégeables, les œuvres le sont. Une idée, c'est quelque chose qui reste de l'ordre de l'abstrait, alors qu'une œuvre, c'est quelque chose de concret qu'on doit pouvoir identifier et reproduire. Dernier point et assez important, c'est qu'une œuvre, il y a un critère très important qui fait que ça va être protégeable ou pas par le droit d'auteur, c'est la notion d'originalité. La notion d'originalité, c'est quelque chose qui a été défini par la jurisprudence, donc par les tribunaux. Et la formule assez classique, on nous dit que l'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc en fait, sachant que les tribunaux seront les seuls, in fine, à pouvoir dire si une œuvre est originale ou pas, un auteur qui demande la protection au titre du droit d'auteur devra démontrer en quoi ce qu'il revendique constitue l'empreinte de sa personnalité. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnaliste, c'est une émanation de la personnalité de l'auteur. Et il doit être en mesure de démontrer en quoi il a fait un apport personnel qui se concrétise dans un objet concret. D'accord, donc si je comprends bien, n'importe qui peut être auteur. Tout à fait. À partir du moment où je décide de créer quelque chose, que ce soit du son, de l'image, je suis auteur et j'ai créé une œuvre originale. Alors, tu seras auteur d'une œuvre à partir du moment où c'est toi qui l'as créée. La condition d'originalité, c'est ce que je te disais, elle peut être constatée que par les juges. Donc à partir du moment où tu crées quelque chose, on suppose que c'est original, si ça remplit les critères habituels. Et donc ensuite, toi, ça te permet de la distribuer, de l'exploiter. Mais en cas de conflit, en cas de discussion, la seule personne qui pourra dire si effectivement ou non c'est original, c'est le juge. D'accord. Ouais, d'où la notion de plagiat où une création doit vraiment être originale et ne pas trop s'appuyer sur une œuvre qui existe déjà. Ouais, alors après, tu as des petites distinctions parce que même si on a une exigence d'originalité, pour autant, c'est très rare les gens qui créent à partir de rien. Tu as le droit de t'inspirer de quelque chose. Simplement, au-delà de l'inspiration, tu dois avoir un apport personnel. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter de reproduire
ce qui existait déjà avant ou ce qu'on trouve dans la nature. Tu dois soit combiner des choses qui préexistent, soit apporter ce qu'on appelle l'empreinte de ta personnalité. Ok, mais du coup, si je pousse à l'extrême, un enfant de 2 ans qui fait un gribouillis, qui fait un dessin pour ses parents, du coup, il est artiste et il a créé une œuvre originale? Alors potentiellement oui, il y a quelques exceptions, mais il faut savoir que en droit d'auteur, il y a une indifférence au mérite et à la destination de la création. C'est-à-dire que quand un juge va apprécier l'originalité d'une œuvre, il ne va pas se poser la question de savoir si c'est beau, si c'est moche, s'il y a une valeur artistique ou pas. En fait, le juge n'est pas juge de la valeur artistique de l'œuvre. Il est simplement juge de est-ce qu'il y a une originalité suffisante pour être qualifié d'œuvre ou pas. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de distinction entre les œuvres d'art classiques, par exemple les tableaux, les pièces de théâtre, et les œuvres d'art appliquées, par exemple tous les objets de design, les chaises, le mobilier. En droit d'auteur, il n'y a pas de distinction. D'accord. Donc, faites bosser vos enfants. Il y a peut-être moyen de faire un business. Alors, il y a peut-être une petite précision à avoir aussi, c'est qu'il doit quand même y avoir ce qu'on appelle une démarche consciente. Et on suppose que l'artiste doit savoir ce qu'il fait. D'accord. C'est un point qui est un peu discuté. Un enfant, est-ce qu'il a une démarche consciente? C'est quelque chose d'un peu, peut-être un peu discutable. Ok, donc maintenant qu'on a défini qu'est-ce qu'est un artiste et qu'est-ce qu'était une œuvre originale, qu'est-ce que c'est qu'un droit d'auteur? Alors les droits d'auteur, ils sont de 2 types. Tu as ce qu'on appelle les droits moraux, d'une part, et les droits patrimoniaux, d'autre part. Les droits moraux, c'est des droits qui sont, on dit qu'ils sont inaliénables, imprescriptibles, et c'est des droits qui ne s'éteignent jamais. C'est-à-dire que l'auteur ne peut pas les céder, il ne peut pas s'en séparer et il ne peut pas renoncer à les exiger. En fait, c'est des droits qui lui permettent d'avoir un droit de regard sur son œuvre. Une fois qu'il l'a créée, par exemple, le droit d'avoir son nom apposé sur son œuvre, dans son exploitation, le droit de divulguer ou pas son œuvre, le droit de retirer son œuvre ou pas. Ça, c'est des droits qui appartiennent à l'auteur et qui sont imprescriptibles. De l'autre côté, on va avoir les droits patrimoniaux. Ça, c'est des droits qui sont limités dans le temps. Et c'est des droits qui permettent l'exploitation de l'œuvre et qui, en contrepartie, permettent d'avoir une rémunération. Donc, ça va être le droit de reproduction, le droit de représentation. Et ça, c'est des droits que l'auteur peut céder s'il le souhaite. Donc, par exemple, il peut conclure un contrat au profit d'une personne qui est intéressée pour l'acheter. Il peut aussi le concéder en licence. Ça veut dire qu'il ne transfère pas le droit, mais qu'il concède un droit d'utilisation. C'est la grande distinction à savoir entre droits moraux et droits patrimoniaux. Ok, donc si je comprends bien, quand un artiste crée une œuvre, on a un lien qui se crée entre les deux, automatiquement, un peu comme dans Narnia, je ne sais pas si vous avez vu Narnia, moi j'adore. Il y a les enfants qui ont des animaux, il y a un lien qui se crée entre les deux qu'on ne peut pas couper, c'est un peu le même délire. Ce lien, c'est le droit de regard sur mon œuvre. Ça m'appartiendra à vie et je ne peux pas le céder. À vie plus aux héritiers par la suite. Ah oui, du coup ça se transmet en plus à ma descendance. Ouais. Et il y a un second lien qui existe, qui est les droits patrimoniaux, qui lui je peux le céder pour que quelqu'un d'autre utilise mon œuvre. Exactement. Ok, donc même si quelqu'un utilise mon œuvre, quoi qu'il arrive, j'ai toujours un droit de regard sur ce que cette personne fait sur mon œuvre. C'est ça. Sachant que si par exemple, à un moment, on décide je ne suis pas satisfait de cette œuvre, je ne me reconnais plus dedans, je veux que la personne à qui je l'ai cédé arrête de l'utiliser, on peut le faire, on peut lui dire vous arrêtez de l'utiliser, elle sera obligée de le faire. Par contre, on devra l'indemniser. C'est-à-dire que si elle a payé pour utiliser l'œuvre, elle ne peut pas le faire si on lui dit d'arrêter de le faire. Mais par contre, on doit l'indemniser pour les pertes que ça va lui causer ou simplement l'argent qu'elle a dépensé pour l'utiliser. Ouais, donc au final, c'est assez fair, hein. Enfin, c'est assez équitable. C'est assez honnête. Okay, donc moi, ce que j'en ai compris, c'est que les droits d'auteur, ça sert à 2 choses. Primo, ça sert à rémunérer l'artiste à sa juste valeur. Et secondo, aussi à protéger le client, celui qui va exploiter l'œuvre. C'est ça. En fait, là, on parle principalement des droits patrimoniaux, mais effectivement, les droits patrimoniaux permettent à l'artiste, il y a certaines règles un peu spécifiques, peut-être qu'on verra après, sur les modes de rémunération, mais ça permet d'encadrer la rémunération de l'artiste et de lui garantir que l'exploitation de ses droits lui permettra d'être payé et potentiellement d'en vivre si c'est un artiste qui en fait son métier. Et pour celui qui acquiert les droits, ça lui confère une certaine sécurité, puisque ça, c'est des règles aussi imposées par le Code de la propriété intellectuelle. Une cession de droit d'auteur, on doit lister les différents droits qui sont cédés. Donc en fait, celui qui les cède sait avec précision
quels sont les droits qu'il peut utiliser et comment les utiliser. Ouais, moi j'ai une anecdote là-dessus. J'avais un client qui est un industriel et qui bossait avec un photographe. Ils étaient vraiment très amis. Et puis bon, un jour le photographe décède malheureusement. Et comme ils étaient très potes tous les deux, ils n'avaient jamais formalisé un contrat de cession de droit. Enfin, ils n'avaient jamais vraiment cédé les droits. Et du coup, comme les droits sont transmissibles, c'est la famille qui a récupéré les droits d'auteur. Et la famille, elle a vu qu'il y avait un peu d'argent à se faire. Elle a porté plainte auprès de mon client et mon client évidemment a perdu. Donc les droits d'auteur servent quand même à... Enfin, moi en tout cas, c'est le discours que j'ai auprès de mes clients, c'est que clairement, le droit d'auteur sert à protéger le client. Le droit d'auteur et les modalités de cession en fait, parce que c'est surtout la manière dont tu vas formaliser la cession qui va protéger l'acquéreur. Si tu formalises rien, le principe c'est que les droits ils restent à l'auteur. C'est un principe d'interprétation en faveur de l'auteur. A l'inverse, si tu listes très précisément les droits qui sont cédés, dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion possible. Ils sont cédés, ou en tout cas concédés en licence. Et dans ce cas-là, celui qui les acquiert est protégé. D'accord, ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est autant tabou en France, c'est parce que les artistes, en France, hein, je crois que c'est qu'en France que c'est valable, on est surprotégé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée quelque chose, on l'a vu, il y a un lien qui se crée, ça nous appartient et on a vraiment un droit de regard là-dessus. Et à partir du moment où la cession n'est pas formalisée, eh ben, ça nous appartient et on peut faire ce qu'on veut avec. Ouais. C'est vrai que ça ne fonctionne pas exactement de la même manière dans tous les pays, mais c'est vrai que le droit d'auteur en France, la France est un des premiers pays déjà à avoir historiquement implémenté le droit d'auteur, à l'avoir développé. Et c'est un pays où on a une tradition personnaliste en fait, et où du coup on considère que l'œuvre c'est vraiment une émanation de la personnalité de l'auteur, et que du coup toutes les règles qui en découlent, on va les interpréter de manière favorable à l'auteur. Donc par exemple pour ce qui est de la cession, tout ce qui n'est pas listé n'est pas cédé. C'est une manière de protéger l'auteur. Génial. Génial, on est surprotégé, c'est parfait. Ok, et du coup, si jamais je veux vendre une œuvre originale, est-ce que je dois vendre les droits d'auteur systématiquement? Alors non, pas forcément. Pas forcément. Et justement, ça c'est une distinction qui est assez importante en droit d'auteur. C'est la distinction entre les droits, d'une part sur le support physique, sur l'œuvre concrète elle-même, et d'autre part, les droits d'auteur, les droits d'exploitation. Et en fait, quand on vend le support physique, on ne vend pas nécessairement les droits d'auteur. C'est deux choses distinctes. Donc, par exemple, si moi je suis un auteur, je crée un tableau, j'ai à la fois des droits d'auteur, donc des droits incorporels sur l'œuvre, et en même temps, je suis propriétaire du support. Donc, si je vends le support à un acquéreur, mais sans parler de quoi que ce soit au niveau des droits d'auteur, l'acquéreur ne sera propriétaire que du support. Les droits, c'est moi qui les garderai. Et dans ce cas-là, lui n'aura pas forcément le droit de l'exposer, de le distribuer, d'en faire des produits dérivés. Il pourra seulement en profiter dans un cadre privé. D'accord, c'est pas mal. Donc en fait, oui, si j'achète une œuvre physique, quoi qu'il arrive, voilà, je peux la mettre chez moi et en jouir de manière privée. Exactement. Par contre, si jamais je veux l'exploiter et faire de l'argent dessus, concrètement, ou même juste la diffuser, en fait, la montrer à d'autres personnes, là, il faut que j'ai le droit de le faire et pour ça, il faut qu'on me cède les droits. Exactement. Et dans ce cas-là, il faut formaliser une cession de droit d'auteur avec des conditions assez classiques en précisant quels sont les droits cédés de manière assez précise. Donc dans le cadre d'un graphiste, photographe ou vidéaste, si on travaille pour une société, obligatoirement on va devoir céder les droits pour que la société puisse exploiter nos créations. Ouais. Ok. Par contre, si on vend à des particuliers qui veulent juste profiter de nos œuvres, là on peut faire fi des droits d'auteur. Oui, et bien ça suppose aussi que si du coup les droits ne sont pas cédés, ils sont conservés, et donc les droits en tout cas sur l'œuvre, pourront être transmis ou cédés à d'autres personnes. Alors que s'ils sont cédés à une société par exemple, à supposer que ce soit une cession exclusive, dans ce cas-là, l'auteur aura plus le droit de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Ouais, parce que, alors, on va le voir plus en détail tout à l'heure sur le contrat de cession de droit, mais il est possible de céder les droits à une seule personne ou plusieurs personnes en fonction de ce qu'on veut y faire. Oui, tout à fait. Et du coup, si jamais je crée une œuvre sur un support qui ne m'appartient pas, parce que bon, si jamais je crée un tableau, j'aurai forcément une toile que j'aurai achetée, et du coup, là c'est très bien, mais si jamais je crée une œuvre sur un support qui n'est pas à moi. Et ça justement, c'est un cas qui est très intéressant. Et un exemple pour ce cas de figure, ce serait le cas du graffiti. Le graffiti, typiquement, ça va être un artiste, en tout cas quelqu'un qui va créer une œuvre sur un support qui ne lui appartient pas, sur un mur, sur une devanture, sur un train. Et dans ce cas-là, on a vraiment une distinction entre, d'une part, les droits sur l'œuvre, le graffiti, à supposer que ce soit original, et les droits sur le support qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, quand on a des litiges en justice,
on a vraiment deux ordres de propriété qui s'opposent. On a d'une part le droit de propriété sur le support et d'autre part le droit de propriété des droits d'auteur. Ce que nous dit la loi, c'est qu'il n'y en a pas un qui doit prévaloir sur l'autre. Les deux sont indépendants, il n'y a pas de règle de prévalence de l'un sur l'autre. Sauf qu'en pratique, la jurisprudence doit trancher. Et aujourd'hui, les tribunaux tranchent en faveur du propriétaire du support. Donc en général, on va favoriser celui qui est propriétaire du mur, du lieu, du train. Et en gros, on va l'autoriser à effacer l'œuvre en contradiction avec les droits d'auteur. C'est un choix qui a été fait, qui n'est pas justifié forcément par la loi, mais qui donne une solution concrète à un problème un peu théorique. Ok, donc je ne peux pas prendre la possession d'un mur ou d'une maison parce que je la tag, quoi. Au final, c'est assez logique. Ok, donc je suis graphiste, j'ai un client, je fais un logo, c'est génial, il est super content, et maintenant il faut que je le vende. Comment est-ce que concrètement je peux céder mes droits d'auteur? Déjà, d'une part, il faut conclure un contrat, quelque chose d'assez basique. Et le contrat que l'auteur va conclure avec celui qui va acquérir les droits, il y a un certain nombre d'exigences à remplir. Ce qui est très important, c'est que les droits cédés doivent être listés de manière distincte. Par exemple, on doit préciser « Ok, je cède mon droit de reproduction, je cède mon droit de représentation ». Tous les droits qui ne sont pas listés vont être considérés comme non cédés. Donc ça, c'est important de les lister précisément. Ensuite, il faut aussi préciser le domaine d'exploitation. Par exemple, pour quel mode? Est-ce que ça va être vidéo? Est-ce que ça va être photo? Est-ce que ça va être informatique? Il faudra aussi préciser le territoire. Donc, est-ce qu'on limite la cession à la France? Est-ce qu'on fait pour l'Europe, pour le monde entier? Et la durée. Parce que les droits, ils ont une certaine durée et on veut encadrer de manière la plus précise l'utilisation des droits. Donc on peut dire, voilà, je vous cède les droits pour 5 ans, pour 10 ans. Tout doit être délimité de manière assez précise. Et le principe étant que ce qui n'est pas cédé est conservé par l'auteur. Ok, donc encore une fois, nous artistes, on est super protégés à ce niveau-là. Si jamais on oublie quelque chose, ce sera à défaut du client et non pas à notre défaut. C'est ça. Et alors, je reviens sur la durée. Il y a une durée maximale qui existe dans la session. En fait, la durée des droits d'auteur, c'est la vie de l'auteur plus 70 ans après sa mort. Et donc, du coup, en fait, la durée maximum que tu peux faire pour une session, c'est en fait ce qu'on met dans les contrats quand on veut faire le truc le plus favorable à celui qui acquiert. On met pour la durée des droits d'auteur. Donc, ça veut dire qu'en fait, la session, elle vaudra toute la vie de l'auteur plus 70 ans après. Sauf qu'en pratique, c'est tellement long que on ne sait pas si même celui qui achète ou ses héritiers auront un intérêt à ce moment-là, mais en tout cas, c'est le plus long qu'on puisse faire. Ouais, c'est juste pour protéger au maximum le client. Alors, il y a une autre chose aussi qui est assez tabou, en tout cas pour les graphistes et pour les agences de com autour des droits d'auteur, c'est le fait que en fait, un graphiste en interne d'une agence, théoriquement, les droits d'auteur lui appartiennent. Ouais. Et alors, il y a une pratique qui se fait beaucoup, c'est quand on signe son contrat de travail, donc CDD ou CDI, il y a une clause qui dit que tout ce qu'on va faire sur nos horaires de travail appartient de facto à l'agence et elle peut jouir des droits d'auteur. Alors ça, est-ce que c'est légal? Est-ce que ça marche? Comment ça se passe? Alors ça, c'est une question qui est assez importante en droit d'auteur. Ce que nous dit le code de la propriété intellectuelle, c'est écrit noir sur blanc dans le code. On nous dit « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Donc ça veut dire qu'on ne peut pas décider de céder à l'avance, de manière globale, toutes les œuvres qu'on va faire. C'est quelque chose qui est nul, donc qui est illégal. Après, il y a certaines exceptions dans lesquelles ça peut être autorisé, notamment par exemple si on nous fait une commande. Une commande, c'est quelque chose qui porte sur une œuvre précise, donc ce n'est pas une cession forcément globale, donc dans ce cas-là, ça peut être autorisé. Dans le cadre du contrat de travail, il y a pas mal de contentieux là-dessus. Les juges sont un peu réticents à valider les cessions globales. Elles peuvent être validées dans certains cas. Ça suppose que les œuvres soient... Alors évidemment, c'est une cession globale, donc on ne peut pas les déterminer à l'avance, mais qu'en tout cas, les critères de détermination des œuvres soient le plus précis possible. Donc que ce soit déterminé ou déterminable à l'avance. Et le plus précis ça sera, le plus de chances ça aura d'être validé par le juge. D'accord. Donc si jamais on me passe une commande pour par exemple une série d'illustrations pour des bouquins qui vont être écrits, je sais pas moi, sur les 5 années à venir, mais je sais qu'il y a 10 bouquins qui vont arriver dans les 5 ans et que je dois faire des illustrations, là ça peut être valable, parce que c'est bien déterminé. Ouais. Par contre, si jamais on me dit absolument tout ce que tu vas faire en agence de com, non, il faudra quand même que le contrat soit un peu plus précis. Exactement, c'est ça la distinction. Okay. D'accord.
Donc là encore, les graphistes, on a énormément de pouvoir en agence de com et on le sait pas Ouais. forcément. Ouais, mais en fait, il y a vraiment une distinction entre ce que le code et la loi et la jurisprudence disent, où en gros, les auteurs sont quand même bien protégés, et la pratique, où en fait, c'est souvent des gens plus ou moins précaires et qui n'ont pas la même force de négociation que les boîtes qui leur commandent des trucs. Et du coup, les boîtes en profitent parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances. C'est vrai, c'est vrai. Et puis aussi, quelqu'un qui va faire valoir ses droits régulièrement, peut-être qu'il va avoir peur aussi de se faire un peu blacklister. Ou Des de... autres agences de com et de Voilà. plus trouver de Et donc, travail, c'est vrai. du coup, il va peut-être avoir tendance à moins discuter, mais c'est toujours bon de savoir que ce qui n'est pas cédé m'appartient et Ouais. en cas de problème. Puis ça peut être aussi un moyen de pression si jamais le fin de contrat se passe mal avec l'agence, de dire voilà, j'ai quand même les droits, Ouais. on essaie de faire un accord à l'amiable. Ça peut être aussi Ouais. un levier pour Ouais. débloquer des situations. Ouais. Par exemple, cette œuvre que vous avez utilisée, qui aujourd'hui vous rapporte X milliers ou potentiellement millions d'euros, moi j'ai été sympa, je vous l'ai fait pour pas grand-chose, mais par contre, peut-être ça serait bien de me payer un peu parce que moi j'ai un droit de regard là-dessus et que en fait vous n'avez pas les droits. Donc si vous ne me payez pas correctement, en fait moi je peux vous faire condamner à potentiellement des sommes importantes. Donc c'est bien de le savoir. Ok, bon, j'espère qu'on va pas exploser toutes les agences de com de France Non, qui c'est pas ont le cette but. pratique. C'est pas le but. Mais bon, voilà, essayer de respecter un peu les graphistes, ça serait cool. Donc si je résume, quand je cède mes droits, j'établis un contrat de cession de droits qui stipule qui vend à qui. Donc moi, je vends au client. Qu'est-ce que je vends? Donc je cite l'œuvre ou les œuvres. Comment elles peuvent être utilisées? Est-ce qu'il peut la reproduire? Est-ce qu'il peut la diffuser? Est-ce qu'il peut la modifier? Est-ce qu'il peut la traduire? Tout ce genre de choses. Où est-ce qu'il l'utilise? Sur des vidéos, sur Internet, sur des supports imprimés. Si c'est en France, si c'est local, si c'est dans le monde. Et quand il peut l'utiliser. Est-ce que je fixe une limite? Alors ça peut être assez pratique pour les photographes. Si jamais vous faites un visuel clé dans de la pub, par exemple, vous pouvez dire, bon voilà, ça va être le visuel clé de Dior, par exemple, pour les 2 années à venir. Et basta. Et si jamais on veut l'utiliser plus longtemps, il faut repayer. Il faut reconclure un contrat, faire un avenant, en tout cas prévoir une prolongation et donc du coup une rémunération supplémentaire. Ok. C'est très clair maintenant. On va pouvoir vendre nos droits d'auteur, c'est parfait. Allons-y. Bon, maintenant on va aborder la question que tout le monde attend. On va parler de thunes, on va parler de sous, on va parler de flouze. Combien ça coûte tout ça? Combien je peux facturer pour les droits d'auteur? Alors, il y a un principe qui est fixé encore une fois, par le Code de la propriété intellectuelle, qui nous dit que l'auteur doit toucher une rémunération qui est proportionnelle au résultat d'exploitation de l'œuvre. Concrètement, ça veut dire que quand je cède une œuvre et que celui qui me l'achète, par exemple, va la distribuer, va faire des produits dérivés, va vendre des t-shirts avec mon œuvre dessus, le principe c'est que moi je dois toucher un pourcentage des sommes qui sont récupérées par celui qui vend mes œuvres. Ça c'est le principe. Il y a un certain nombre d'exceptions. L'idée à retenir, c'est qu'à titre d'exception, on peut prévoir un forfait, c'est-à-dire que l'auteur n'a pas une partie des revenus, mais simplement une somme fixe qu'on lui verse une seule fois, dans certains cas où, concrètement, on n'est pas capable de calculer à combien reviendrait un pourcentage. Soit c'est une œuvre qui ne va pas être commercialisée, par exemple pour un logo, et qui du coup ne va pas ramener de revenus directs, soit parce que c'est une œuvre qui est accessoire, qui va s'inclure dans un ensemble plus vaste, et du coup on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle représente, ou parce que tout simplement le calcul est trop compliqué ou trop cher par rapport à ce qu'on espère obtenir de l'exploitation. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut prévoir un montant forfaitaire. D'accord. Donc à la base, le contrat il est assez équitable, puisqu'on gagne un pourcentage sur ce que le client va gagner. Après, ce pourcentage, c'est une question de négociation entre le client et l'artiste, donc c'est à vous de voir si vous arrivez à gagner entre 1 et 99%, de voir. De négociation et aussi d'usage professionnel, parce que dans certains secteurs, il peut y avoir des grilles ou des habitudes ou des références pour certaines œuvres, certains modes d'exploitation. Souvent, les syndicats professionnels peuvent publier des grilles de référence sur les pourcentages. D'ailleurs, il existait une grille de référence, mais qui datait des années 80 pour les graphistes et les photographes. Donc elle ne fonctionne plus du tout parce qu'elle ne prenait pas en compte les usages d'Internet, par exemple. Tu parles de syndicat, c'est très bien parce que les graphistes ont un syndicat qui s'appelle l'AFD, l'Alliance française des designers. Et ils ont mis en place un outil qui s'appelle le calculator, qui permet de calculer les forfaits, enfin en tout cas d'estimer, pas forcément calculer, mais en tout cas d'estimer les droits d'auteur au forfait, si jamais on est dans une exception et qu'on ne peut pas avoir un pourcentage. Ce qui pour les graphistes est la majeure partie des cas parce que on fait du logo, on fait du visuel de com,
et du coup, le retour sur investissement est difficilement quantifiable. Mais dans tous les cas, il faut quand même que ce prix au forfait soit équitable. C'est-à-dire que, enfin moi, de ce que j'en comprends, c'est qu'un contrat, il est censé être bénéfique pour les deux parties, et si jamais un des deux parties est lésé, eh ben, il n'est plus vraiment valable. Exactement. Le principe, c'est que effectivement, les contreparties qui sont apportées par l'une et l'autre des parties au contrat doivent à peu près se compenser, et que éventuellement, si l'une ou l'autre des parties s'estime lésée, dans ce cas-là, on parle de lésion, il y a une action qui peut être possible justement pour obtenir une compensation pour le dommage qui a été subi. Donc, pour résumer, n'importe qui peut être un auteur. À partir du moment où je crée une œuvre originale et que j'en suis conscient, je suis un auteur et j'ai créé une œuvre originale. Il existe un lien entre cette œuvre et moi qui est inaliénable, qui existera toujours. J'ai, quoi qu'il arrive, un droit de regard sur mon œuvre. Par contre, je peux céder les droits d'exploitation à quelqu'un. Exactement. Ces droits d'exploitation sont cadrés par un contrat de cession de droit. Ce contrat de cession de droit définit notamment une juste rémunération pour l'artiste en fonction de l'argent que va se faire l'exploitant de mon œuvre. C'est ça. Bon, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Après, tous les cas particuliers et tout qui peuvent être un peu complexes, mais dans le principe, on est bon. Oui, c'est vrai que le droit de la propriété intellectuelle, en particulier le droit d'auteur, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, parce qu'on a l'impression que c'est très complexe. Ça n'est pas tant que ça. En fait, c'est un droit qui est en faveur de l'auteur, qui permet une protection, et qui permet aussi, comme c'est ce qu'on disait, à celui qui acquiert les œuvres, d'être protégé, parce que justement, on aura défini à l'avance précisément qu'est-ce qu'il achète et qu'est-ce qu'il peut utiliser et comment il peut l'utiliser. En fait, c'est un droit qui est dont le but n'est pas de compliquer la création et l'utilisation, mais au contraire de protéger l'une et l'autre des parties. Donc je pense que tout le monde a à y gagner à connaître un petit peu ces petites subtilités qu'on vient d'expliquer, mais qui au final sont relativement faciles à mettre en œuvre. Ok, c'était très clair. Merci pour tout, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi. Donc voilà, encore une fois, je vous mets son profil Insta et son site internet en description. Si jamais vous avez besoin de conseils, si jamais vous avez besoin d'un avocat en droit d'auteur, n'hésitez pas à aller le voir, hein, parce que bon, il est fort sympathique en plus. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de tous les graphistes, les photographes et les vidéastes. De 1, parce qu'il faut que tout le monde soit au courant de ce qu'est un droit d'auteur. De 2, ça me fait de la visibilité et j'en serai très content. Et voilà, je déteste toujours autant les conclusions. On va aller manger parce qu'il est bientôt midi. Sur ce, à la prochaine. Salut.